Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette édition Smartimo spéciale Forum des projets urbains. Tout de suite, l'invité, on va se poser la question comment évaluer les projets d'aménagement dans le débat. Nous verrons qu'est-ce qui fait le succès d'une opération d'aménagement d'envergure à travers l'exemple du renouveau du pôle multimodal Villejuif Louis Aragon. Enfin, avec notre expert, on se posera cette question en pleine crise immobilière et du logement. CDC Habitat est-il l'acheteur en dernier ressort ? Réponse tout de suite dans Smartimo. Smartimo en direct du Forum des projets urbains. On a une invitée spéciale, c'est Charlotte Alperne. Bonjour Charlotte. Bonjour. Vous êtes chercheure à Sciences Po, on va utiliser ce néologisme, et directrice de l'Executive Master Gouvernance territoriale et développement urbain. Bienvenue à vous. Avec vous, on va se poser cette question sur les projets d'aménagement durable. Alors, on voit une multiplication de ces projets, on en parle beaucoup sur ce forum, mais qu'en est-il, au-delà des objectifs fort louables, de l'évaluation de ces projets ? Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que dans le temps, quel est l'impact ? Est-ce qu'il y a une méthodologie qui existe ? Et puis, quels sont les résultats ? Autant de questions qu'on va vous poser tout de suite. On démarre justement avec ces projets d'aménagement durable. Vous les observez depuis longtemps, mais comment on les évalue ? Alors, comment est-ce qu'on les évalue ? Il y a énormément de méthodes qui ont été développées ces dernières années, surtout exemptées, avant qu'un projet soit livré, pour accompagner sa conception, pour réfléchir par exemple à la manière de consulter la population, pour réfléchir à la manière de se donner des objectifs en termes d'impact environnemental, en termes d'évolution du quartier. Et nous, ce qui nous a beaucoup intéressé dans le cadre de ce forum des projets urbains, c'est de réfléchir à la notion d'héritage. On en a énormément parlé cet été pendant les Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ça veut dire que d'évaluer un projet d'aménagement dans une perspective d'héritage ? C'est-à-dire pas simplement à court terme, pas simplement exempté au moment de la conception, mais de s'interroger sur l'accompagnement en fait, du projet tout au long de la vie, de manière à voir si tout d'abord les objectifs ont été atteints, oui. À 5 ans, à 10 ans, peut-être même à 20 ans. Parce que l'héritage, on entend tout de suite l'héritage de génération en génération, ça veut dire peut-être sur 1-2 générations, sur, vous le disiez, 20 ans, 25 ans, 30 ans ? Si on pouvait déjà le faire à 10 ans, par exemple, ou à 20 ans, donc peut-être une génération, ce serait déjà pas mal. On ne le fait pas beaucoup en ce moment. Les principaux indicateurs portent surtout sur les questions d'impact environnemental, par exemple, mais on ne mesure pas nécessairement la manière dont les usages évoluent, les enjeux de mixité fonctionnelle. Comment est-ce qu'un quartier évolue dans la durée, en termes de mixité des usages, de mixité fonctionnelle, en termes de flux de matière, on parle beaucoup de métabolisme urbain, en termes de flux dans la gestion de l'eau, la gestion des déchets, en termes de biodiversité. Voilà. Comment est-ce qu'on prend en compte, dans une approche très holistique, en fait, l'ensemble des dimensions, des déterminants qui font que ce quartier, sur la longue durée, est ou pas un quartier durable. Oui, et c'est tout l'enjeu de votre projet, ou plutôt de recherche. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'organisme, il n'y a pas vraiment de société, ou de sens d'entreprise qui s'occupe de ça, mais les chercheurs s'y penchent très précisément. Alors, les chercheurs s'y penchent en lien avec nos étudiants. Donc, généralement, on travaille beaucoup avec nos étudiants, avec des partenaires. Donc là, on a travaillé avec CityDev Bruxelles, qui est un aménageur public qui est basé dans la ville de Bruxelles et des communes alentours, qui a en gestion un certain nombre de projets d'aménagement. Et avec nos étudiants, ils se sont interrogés sur une méthodologie qui permettrait justement de s'inscrire dans la longue durée pour mener l'évaluation de ces projets. Donc, pas quelque chose qui soit relève uniquement de l'impact à court terme, ou qui soit uniquement réservé aux projets exemptés et à leur conception, mais qui permettent véritablement de prendre en compte l'évolution des usages, l'évolution de ces métabolismes, et puis la manière aussi dont on voit évoluer un quartier en termes de mixité fonctionnelle. Derrière, ça pose la question de, tout d'abord, est-ce qu'on se dote simplement d'objectifs un peu tonitruants quand on adopte un projet et quand on le lance, ou est-ce qu'il s'agit aussi, à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, de réfléchir aux effets que ça a pu produire en termes d'efficacité, en termes de performance environnementale, en termes de performance aussi sur les usagers. C'est un changement de démarche, un peu plus holistique, un peu plus intégré. Oui. C'est un changement aussi dans le rôle de l'aménageur qui va accompagner le projet tout au long de sa vie. Et puis, c'est aussi une manière de réfléchir à la déconnexion qu'il y a parfois entre les objectifs de projet d'aménagement, les objectifs politiques, les objectifs économiques, les objectifs sociaux également, et puis de voir qu'est-ce que ça atteint sur le plus long terme. Oui, on voit que la méthodologie est en train de changer. Les aménageurs, ils sont beaucoup dans la concertation, dans la co-construction. On intègre les habitants. Alors,
en début de projet, vous l'avez dit, ex-ante, mais qu'en est-il effectivement en sortie ou après? Est-ce qu'il y a des études d'impact? Est-ce qu'on mesure finalement le bien-être des habitants? Est-ce que c'est le cas, par exemple, pour ce qui a été fait du côté de nos amis belges? Alors, je crois qu'il faut toujours on est toujours sur un fil entre, d'une part, la volonté de comprendre quelle est l'évolution des usages, l'évolution des demandes des usagers, Oui, et puis de ne pas être trop dans le pilotage, en fait, parce qu'il faut quand même laisser vivre un quartier, laisser vivre des usagers, et puis que la vie se fasse, en fait, dans ces quartiers d'aménagement. Donc, trouver le bon fil, ça peut se faire, par exemple, en développant des méthodes qui sont peut-être plus qualitatives, qui vont permettre de travailler à partir d'observations, d'approches un peu plus sensibles, qui vont permettre tout simplement de suivre la manière dont ces habitants évoluent dans un quartier, de voir comment est-ce qu'ils s'emparent ou non des dispositifs qui leur sont proposés en termes de tri des déchets, en termes de limitation des usages de la voiture, par exemple, en termes de sobriété dans la gestion de l'eau, dans l'utilisation de l'eau ou de rapport à la nature. Donc, de prendre en compte l'ensemble de ces dimensions, tout en ayant une approche un peu à distance également, qui va permettre de ne pas avoir un suivi ultra paternaliste au fil de ces. mais justement, on a l'impression, alors, on découvre cette méthode, c'est vrai qu'on n'en pense pas forcément, peut-être les aménageurs non plus, pas encore en tout cas. Est-ce que justement, il y a déjà des résultats? Qu'est-ce que vous avez observé ou qu'est-ce qu'ont observé les chercheurs là du côté de Bruxelles? Alors, du côté des résultats qui ont été mis en avant, en fait, nos étudiants ont proposé une matrice. En fait, ils ont proposé une matrice qui permet de prendre en compte l'ensemble de ces dimensions, avec toute une batterie d'indicateurs qui est proposée. Alors, pour l'instant, elle est encore un petit peu robuste, un peu touffue. Et donc, tout le travail qui se met en place aujourd'hui, en lien avec City de Bruxelles, mais également avec d'autres aménageurs qui sont partenaires de l'école urbaine de Sciences Po, eh bien, c'est de réfléchir à la manière dont cette matrice, qui a déjà été testée sur un quartier, qui a fait ses preuves sur ce quartier bruxellois, eh bien, pourrait être tout d'abord systématisée, opérer un passage à l'échelle, peut-être en faisant en sorte qu'elle soit simplifiée par certains aspects pour que ça ne se transforme pas en quelque chose de trop bureaucratique, Oui. de trop chronophage pour l'aménageur, mais que cela soit intégré à la manière de prendre en compte cet héritage dans la longue durée. Alors, on a beaucoup parlé de la Belgique, de Bruxelles. On va revenir à Paris. Tiens, vous parlez en introduction du village olympique. Est-ce qu'il va y avoir, par exemple, les mêmes travaux sur le village olympique dans la durée? Qu'est-ce que ça va devenir? Alors, ça, je ne le sais pas. Il faudrait demander à Solidéo et puis aux différents acteurs qui, aujourd'hui, se sont emparés de ce village olympique. J'espère Oui. qu'il y aura ce type d'approche, s'inscrire dans une perspective d'héritage, et c'est principalement celle qui a été faite pour les Jeux olympiques de Paris. Et ça a été un moyen de prendre en compte cette évaluation sur la longue durée. Il faut voir maintenant qu'est-ce qui va effectivement être fait. On a vu que dans le cas de Londres, poser cette question de l'héritage sur la longue durée pouvait se faire à l'échelle de l'îlot, à l'échelle du quartier, et puis plus généralement à l'échelle de quelle était la place du village olympique dans le Grand Londres et dans la manière dont évoluait la métropole. Et c'est sans doute l'un des défis pour Paris, que de s'inscrire là aussi dans une longue durée et puis d'adapter ces différents indicateurs sur la durée. Un défi en tout cas passionnant, voilà l'évaluation des projets d'aménagement durable. Merci Charlotte Alperne pour nous avoir sensibilisés sur ce sujet. Je rappelle que vous êtes donc chercheure à Sciences Po et directrice de l'Executive Master Gouvernance territoriale développement urbain. À très bientôt sur Bismart dans Smartimo. On va, avec nos experts du jour, aller du côté de Villejuif. Villejuif, Louis Aragon, qui va connaître des évolutions, un pôle multimodal en transformation qui a été fait, on va le voir, en concertation avec les habitants. On est ravis d'accueillir Georgina Mendes. Bonjour Georgina. Vous êtes, parlez bien dans le micro, vous êtes responsable des espaces publics et quartiers de gare pour la Société des grands projets. Bienvenue à vous. Et puis à vos côtés, Marion Legodu. Bonjour Marion. Bonjour. Vous êtes responsable maîtrise d'ouvrage immobilière et insertion urbaine à la RATP. On connaît bien en Ile-de-France, la RATP, opérateur de transport, mais également propriétaire d'une grande partie du foncier. Avec nos experts, on s'intéresse justement au pôle multimodal Villejuif-Loup-Aragon, qui va connaître des évolutions avec l'arrivée du Grand Express. Alors concrètement, comment ça va se matérialiser? Comment les habitants étaient associés à cette réflexion? C'est la question qu'on pose et on démarre avec vous, Georgina. On rappelle justement rapidement ce que signifie cet ensemble, ce pôle multimodal Villejuif-Loup-Aragon. Oui, alors tout d'abord, peut-être quelques éléments de contexte. Le Grand Paris Express, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la Société des grands projets, comprend 200 km de métro, 68 gares, dont les 6 premières sont ouvertes aux voyageurs depuis juin de cette année. La gare de Villejuif, qui sera une des prochaines ouvertes, dessinée par Philippe Gazot, va accueillir à peu près 100 000 voyageurs jour.
Et c'est une gare qui ressemble à une grande halle rectangulaire avec une façade vitrée dont on peut, depuis l'extérieur, entrevoir la profondeur. Et ça, c'est vraiment une des caractéristiques des gares du Grand Paris, c'est qu'elles sont la lumière directe, elle va jusqu'au quai. Et donc, puisque nous parlons de l'intérieur, le Grand Paris Express à Villejuif est en correspondance avec la ligne 7 du métro. Et en surface, le Grand Paris Express est en correspondance avec la ligne 7 du tramway et un ensemble, une gare routière qui est desservie par une dizaine de grandes lignes qui sont également en correspondance avec toutes ces grandes infrastructures. Voilà, ça c'est pour l'aspect, on l'a bien compris, multimodal, hein, donc le métro, les bus, et puis voilà, 100 000 visiteurs jour. La Société Grand Paris, Georgina, elle travaille aussi sur le réaménagement de ces pôles, justement. Exactement, c'est d'ailleurs, on a initié pour l'ensemble des 68 gares une réflexion autour de l'intermodalité et des espaces publics aux abords de chacune. L'objectif est effectivement de prendre en considération l'ensemble des besoins des futurs usagers en rabattement vers les 68 gares, comme à Villejuif. D'abord le piéton qui est majoritairement représenté, les vélos, les cyclistes qui sont de plus en plus présents et évidemment les usagers des bus. Et puis, tout ça en correspondance avec les besoins des habitants, puisque c'est aussi les grands usagers de ce qu'on est en train de construire collectivement de ce quartier de gare. Bien sûr. Vous avez fait un constat, justement, à Villejuif-les-Ragon, lequel ? Nous avons fait le constat qui est qu'effectivement, contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire, de travailler autour des espaces publics et de l'intermodalité, puis d'un autre côté, avec notre filiale immobilière, travailler sur la valorisation immobilière, la présence de la RATP qui est un grand propriétaire foncier aussi dans ce secteur, on ne pouvait pas décemment construire chacun un petit morceau de son côté, mais qu'il fallait qu'on se constitue en groupement pour pouvoir justement traiter l'ensemble des questions urbaines et de mobilité de façon à faire projet avec évidemment l'appui de la collectivité, la ville juive qui est extrêmement présente avec nous. Alors justement, vous avez décidé donc de faire un projet urbain avec la RATP, bien sûr avec le concours de la ville. Marion Legaudieu, on se tourne vers vous pour rappeler aussi l'historique de la RATP et son rôle dans le secteur. En effet, la RATP a un double rôle dans le secteur. Elle est à la fois l'opérateur de transport historique avec l'exploitation de la ligne 7 du métro, de la ligne 7 du tramway et des lignes de bus jusqu'à maintenant, et le statut de propriétaire foncier, puisqu'à l'arrivée de la ligne 7 du métro et du prolongement de cette ligne jusqu'à Villejuif ou Aragon, au-delà de la construction de la station, qui est une station souterraine et qu'on ne voit pas forcément beaucoup, la RATP a construit un parking silo de 500 places au-dessus de cette station, qui était le parking de rabattement à l'époque, puisque le mode principal d'accès au métro était la voiture. Et donc ce parking de 500 places qui marque une frontière et un élément assez imposant dans la ville, aujourd'hui est complètement tombé en déshérence avec l'évolution des modes de vie, avec l'arrivée du tramway, et avec le fait que ce parking n'a plus du tout cette fonction d'usage pour les usagers du métro. Oui, et donc, c'est intéressant parce qu'on parlait de la profondeur. Justement, on est loin d'imaginer qu'il y a une 4 niveaux, 30 mètres sous terre, etc. Pourtant, le parking, c'est vraiment la vision emblématique à l'entrée de Villejuif, Louis Aragon. Tout le monde le voit avec cette espèce de résil autour. En tout cas, les habitants de l'Île-de-France, sans doute, le connaissent. Et aujourd'hui, ça va être complètement transformé. Et aujourd'hui, ça va être complètement transformé parce que ça ne correspond plus du tout aux usages et ça ne correspond plus du tout à ce qu'on veut faire de la ville aujourd'hui. Et donc, la RATP, dans la transformation de ces sites, qui sont souvent des sites industriels, cherche à les ancrer mieux dans la ville d'aujourd'hui. Et c'est aussi le cas de ce pôle qui doit venir beaucoup plus en relation avec la ville et s'insérer beaucoup mieux dans le tissu urbain et la transformation de ce tissu urbain pour répondre aux usages d'aujourd'hui et de demain. Alors, un petit mot sur la méthodologie. Comment vous avez procédé au départ quand il fallait imaginer ce nouveau pôle ? Alors, en effet, c'est ce que Georgina rappelait, c'est qu'on s'est alliés et on s'est mariés sur les réflexions sur ce pôle, la Société des grands projets et la RATP, avec la ville et avec les acteurs urbains, le département, l'autorité de transport organisatrice Île-de-France Mobilité, pour arriver à réfléchir ensemble à la transformation à la fois urbaine et à la fois du pôle de transport. Et donc, on s'est appuyé sur ça, sur un groupement dont
un groupement de compétences en maîtrise d'œuvre avec une fabrique de la ville en Oui, mandataire. qui vous a aidé en mandataire. Qui nous a aidé, et un groupement qui a regroupé autour d'une fabrique de la ville une équipe d'architectes, de paysagistes, de juristes, de spécialistes du transport aussi, pour arriver à construire ensemble Alors justement, on est curieux, par exemple, Marion, décrivez-nous un petit peu le projet, qu'est-ce que ça va devenir, notamment ce fameux parking silo, qu'est-ce qui va devenir? Alors, avant de dire ce qu'il allait venir, je voulais aussi revenir sur la méthode, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur la base de plusieurs phases qui sont parties d'abord de constats et de diagnostics sur justement le devenir de ce parking et les attentes des habitants. Il y avait une volonté à la fois de réduire la place des infrastructures pour dégager dégager du terrain pour pouvoir avoir des espaces publics à l'échelle du piéton. Il y avait des porosités à créer, il y avait un lien à recréer avec le centre-ville de Villejuif qui est au nord. Et pour ça, la décision a été prise de certes conserver une partie de l'infrastructure de ce parking pour éviter un poids carbone trop important du projet, donc essayer de conserver au maximum ce qui pouvait l'être, mais de le transformer complètement et radicalement. Et donc, ce ne sera plus demain un parking, mais dans cette ossature qui va rester, on va créer environ 200 logements, plus des logements qui vont être créés aussi sur les parcelles du Grand Paris. Donc, une opération qui va créer à peu près 250 logements au total, dont 36% de logements sociaux, des commerces, des stationnements pour les vélos et une grande partie de désimperméabilisation du sol avec des espaces publics végétalisés devant, au carrefour de... Très bonne nouvelle, puisque voilà, il y a des parkings, des voitures, c'est pas très intéressant. On retrouve de la vie finalement, des commerces, des habitants, des logements, on en a cruellement besoin actuellement. Et l'intérêt, c'est aussi que vous avez associé les habitants à cette démarche grâce à des concertations qui ont été organisées. Et c'est de plus en plus le cas, on demande, parce qu'ils vont habiter ce quartier, les habitants, donc forcément, il faut leur dire, mais comment vous voulez habiter demain ? Absolument. Comment s'est passée cette concertation, Jarlina? Alors, effectivement, en complément du travail institutionnel que Marion a décrit avec l'ensemble des partenaires que nous avons l'habitude, avec qui nous avons l'habitude de travailler autour des abords des gares, nous avons effectivement initié avec la ville une intégration à cette construction du projet des usagers, les usagers du pôle. Alors quand je dis les usagers, c'est à la fois les usagers des transports, mais aussi les habitants, de manière à intégrer l'ensemble des besoins et cela de manière à alimenter notre travail et ajuster, préciser un certain nombre de choses. Alors il faut savoir qu'on est vraiment dans une phase de programmation et qu'on est très en amont du projet. Et que là, c'est vraiment assez particulier d'avoir associé les usagers très en amont. Et nous avons initié un certain nombre de dispositifs tout au long de ces 3 ans de démarche, puisque ça fait 3 ans que nous y sommes, à travers un questionnaire d'abord, assez classique, distribué sur site, mais aussi diffusé sur Internet, de manière à avoir un maximum de réponses. Combien de répondants à peu près là quand on lance ce questionnaire? Alors, nous, on a réceptionné à peu près 500 questionnaires de l'ensemble de la ville, mais aussi particulièrement des gens du quartier, puisqu'il a été diffusé sur site. Et ce qui est remonté de ce questionnaire, c'est effectivement, il n'y a pas de remise en question de la fonctionnalité de transport. Il y a besoin de ce pôle, de cette centralité, de la gare routière, mais il y a besoin aussi de l'améliorer en termes de sécurité. La question de l'éclairage est ressortie, la question du paysage est ressortie et le besoin d'avoir des services autour de ça. Et puis, nous avons continué par un atelier en interquartier. Il y en a 4 dans la ville, des conseils de quartier, pardon. Donc, on a eu un premier atelier et on a ponctué cette concertation on a voulu discuter, parler avec les enfants du secteur, avec le conseil des enfants. Les enfants étaient associés, alors c'est eux qui ont décidé du nouveau pôle multimodal Villejuif-Loiragne. Ils n'ont pas décidé, en tout cas ils ont apporté leur petite pierre à travers, on les a fait visiter, du coup c'est assez
assez drôle de visiter une gare avec des enfants. Bah pour le coup, c'est eux qui vont grandir dans ce nouveau pôle. Il y a eu pardonnez-moi, 2 ateliers de co-construction. Alors là, on peut parler en marketing de focus group. C'est 20 personnes très, très impliquées. Les rapports sont très intéressants de voir effectivement ce que ressentaient les personnes, ce qu'ils vous ont dit également dans ces petits groupes. Exactement. On est parti sur un certain nombre de scénarios et petit à petit, on a affiné avec justement ce panel de citoyens qui a été... dont certains sont issus des conseils de quartier et d'autres vraiment des volontaires, des habitants qui n'ont pas l'habitude d'être en conseil de quartier, d'être dans cette concertation et qui sont effectivement impliqués, qui sont très demandeurs, qui ont participé activement au travail sous forme d'atelier et qui vont alimenter et vont suivre le travail avec nous une fois qu'on sera plus avancé dans la phase de conception. Ouais, la concertation de plus en plus importante, pratiquement indispensable maintenant sur tous les grands projets d'aménagement et c'est bien normal aussi que les habitants ou futurs habitants soient associés. Il nous reste peu de temps, Marion, j'ai envie de vous demander quel sera finalement le symbole de ce site. On voit que, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était un peu un symbole des années 70, le tout bagnole finalement. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça va devenir ? Ça va devenir, on espère, un symbole des années 2030, avec une place très forte à un transport collectif, urbain, de grande qualité et fluide, une intégration des habitants et de lieux de vie à ces pôles de transport qui montrent quand même qu'on est capable aujourd'hui de transformer des lieux qu'on dit d'intensité multimodale, avec effectivement 2 lignes de métro, une ligne de tramway, des lignes de bus, des piétons, des vélos, et pour autant en faire une centralité urbaine avec aussi des commerces, de la végétation et des lieux apaisés. Donc on espère que ce sera le symbole de cette nouvelle urbanité de Villejuif ou Eragon. Non, pas douter. En tout cas, on préfère lieu de vie que intensité multimodale, ça c'est sûr. Merci en tout cas à nos expertes du jour, Georgina Mendes pour la Société des Grands Projets, Marion Legodu pour la RATP. On se retrouve très prochainement sur Bismart dans Smartimo. Notre invité spécial, on est ravi de l'accueillir, c'est Thierry Lager. Bonjour Monsieur Lager. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de CDC Habitat et on a beaucoup de questions pour vous, notamment sur l'ampleur de votre tâche, j'allais dire, mais aussi le logement intermédiaire et puis plus largement la fabrique de la ville. On démarre tout de suite, Thierry Lager, avec cette question. On est en pleine crise économique, crise du logement. Les promoteurs sont dans des difficultés abyssales, on ne voit pas vraiment de lumière au bout du tunnel. Et pourtant, dans ce marasme, il y a quelqu'un qui surnage, qui est même peut-être l'acheteur en dernier ressort, c'est CDC Habitat. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Alors, CDC Habitat est un acteur contracyclique. En 2023, on a engagé un plan de soutien au logement qui a permis de réaliser 12 000 logements intermédiaires et 5 000 logements sociaux. 2024, on aura à peu près, les mêmes résultats, mais je nuancerai peut-être un peu cette notion d'acheteur en dernier ressort. La vocation de CDC Habitat, c'est de produire du logement abordable, accessible au plus grand nombre. Alors si effectivement, dans les partenariats qu'on a avec les acteurs du monde de la construction, les promoteurs, on peut avoir un rôle utile et si on peut favoriser des projets, évidemment, c'est très bien qu'on le fasse. Mais notre rôle, c'est avant tout de loger le plus grand nombre. Et effectivement, cette crise, elle a des répercussions sur notre manière de faire, sur notre manière de travailler. Moi, je vois 3 évolutions qui me paraissent importantes. Oui. La première, et vous le soulignez, c'est vrai que l'achat de ce qu'on appelle en bloc, c'est-à-dire une partie d'immeuble par rapport à l'achat au détail, prend beaucoup d'importance. Et le fait qu'on sécurise des acteurs de la construction sur des parties en bloc permet de lancer de nouveaux projets. Ça, c'est une première évolution. Deuxième évolution, on achète beaucoup en VFA, donc en état futur d'achèvement. Mais aujourd'hui, on se positionne un peu plus largement dans notre manière de faire. En particulier, on peut aider les acteurs de la construction à porter des terrains ou des actifs. On peut faire de la copromotion. On peut faire aussi de l'investissement, de la sécurisation. Et puis évidemment, on est gestionnaire, ce qui est important. Et dernier point, notre modèle. Notre modèle est un modèle de foncière. Et le logement intermédiaire, les premiers logements intermédiaires qu'on a réalisés en 2015 arrivent à maturité. Donc là, véritablement, on a un modèle de foncière qui nous sécurisera notre production. Et pourtant, Thierry Lager, on sent que les Français ont du mal à se loger. Est-ce qu'on est à l'échelle aujourd'hui est-ce que l'offre rencontre la demande ? On n'a pas l'impression. On a une crise
qui est à la fois effectivement un outil, une crise de la demande. C'est vrai que donc les Français ont perdu une capacité d'emprunt. Du pouvoir d'achat immobilier. Voilà, 300 points de base d'emprunt, et ça fait 30% de capacité d'emprunt à moins. Et on a aussi une crise de l'offre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'offre nouvelle a beaucoup de difficultés à être produit. C'est pour ça que des produits comme le logement intermédiaire sont importants. Parce que le logement intermédiaire, bien sûr, c'est un outil puissant en termes de crise, mais c'est surtout un outil qui permet, qui a fait ses preuves, son efficacité sociale, parce qu'on a des loyers sur le logement intermédiaire qui sont 15% inférieurs aux loyers du marché. On a surtout des politiques que l'on développe auprès des travailleurs clés, auprès des fonctionnaires, auprès de l'ensemble des... Donc les soignants, par exemple, les fonctionnaires de police, de justice. On a beaucoup de conventions avec les hospitaliers. Et puis, en termes de régulation des marchés, comme on est obligé de vérifier la corrélation entre le prix de sortie et la rentabilité locative, ce n'est pas un produit inflationniste. Et puis, je le disais tout à l'heure, c'est aussi, et ça les collectivités apprécient beaucoup, c'est un produit d'accession à terme, ce qui fait qu'actuellement, on met sur le marché une offre locative, et une offre locative de qualité, et à terme, ce sera aussi un produit d'accession différée. Oui, on rappelle d'ailleurs brièvement les critères d'éligibilité, mais je crois qu'il y a une grande partie de la population française finalement qui a accès. C'est pas comme on peut le penser. On entend LLI, HLM, on se dit c'est vraiment pour les très bas revenus, pas forcément. Non, c'est effectivement les mêmes conditions d'accès que le dispositif Pinel. C'est exactement les mêmes. Et en fait, il y a une complémentarité entre le logement social et le logement intermédiaire. Le logement intermédiaire qui est très complémentaire avec le logement social. D'abord, souvent les opérations sont mixtes, voilà. Et puis le logement intermédiaire, il permet d'engager des opérations. Il permet aussi aux organismes effectivement une complémentarité dans leur bilan. Donc il y a vraiment une réelle complémentarité entre les deux produits. Oui, vous parlez justement de mixité. Alors dans les habitats, effectivement, on travaille de l'habitat social, du logement intermédiaire, peut-être les derniers étages, peut-être on atteint par des investisseurs privés, pourquoi pas. Est-ce que c'est une façon aussi de remettre de la mixité là où dans certains quartiers on en manque cruellement? Ah oui, aujourd'hui, c'est ça, tous les segments finalement sont liés. Dans une crise immobilière, tous les segments sont liés. Et si donc on a un segment qui a du mal, actuellement le segment privé a du mal, effectivement c'est toute la chaîne qui en pâtit. Et c'est la raison pour laquelle lorsqu'on réalise des opérations en bloc, que l'on peut sécuriser une partie de programme, on arrive quand même à faire sortir des projets et des opérations de par ce que peut amener cette part de bloc dans la capacité de financement. Thierry Laget, on est au forum des projets urbains. Alors on va parler justement des opérations de renouvellement urbain. Il faut reconstruire la ville sur la ville. Voilà, on sait qu'avec le ZAN, on ne construira plus en plein champ et c'est tant mieux. Comment vous vous intéressez justement à la CDC Habitat, à ces projets? C'est un enjeu, effectivement, la reconstruction de la ville sur la ville majeure, parce que l'urbanisme de demain, ça sera un urbanisme de renouvellement urbain. Donc CDC Habitat est très directement acteur de cette reconstruction, à la fois dans la transformation de bureaux dans le logement, la transformation de zones d'activité ou industrielles en logement, à la fois aussi sur la transformation de zones commerciales. On peut prendre cet exemple, la transformation des zones commerciales, parce que finalement ce sont des zones qui sont bien situées dans les métropoles, souvent bien desservies par les transports collectifs. Or, c'est vrai que c'est des zones où on a un peu du mal à aller, on a qualifié de France moche. Donc, il faut inverser le regard. Et vous parliez de mixité tout à l'heure, c'est bien en créant des quartiers mixtes que l'on va arriver à changer le regard sur ces zones. Alors, sur ces entrées de ville. Sur ces entrées de ville. Et alors, par contre, il faut effectivement des acteurs qui soient capables de le faire. Et c'est ça toute la difficulté. Tout le monde est d'accord, j'allais dire, sur le constat. La question, c'est comment on arrive à le faire. Et effectivement, donc, on a, nous, développé, dans le cadre d'actions groupes que l'on fait avec les autres entités de la Caisse des dépôts, des actions qui permettent finalement d'intervenir sur des secteurs et les transformer. Alors, on a deux exemples. Le premier exemple, c'est un véhicule qu'on a monté avec la foncière Offray, la Banque des Territoires et CDC Habitat pour intervenir sur ces quartiers. Et actuellement, dans le cadre aussi du groupe Caisse, on discute avec des foncières de commerce pour pouvoir intervenir sur des fonciers qui, sans la part de logement, parce qu'on urbanisera le commerce avec du logement en quelque sorte. Sans cette part de logement, on ne créera pas de la ville. Et nous, CDC Habitat peut amener cette part de logement
qui permet finalement de transformer la programmation de ces quartiers et d'intervenir sur les secteurs qui sont les plus propices à la construction de logements. Ouais, en tout cas, on sait que c'est là où sont les réserves de foncier pour reconstruire ou construire de la ville de demain, reconstruire la ville sur la ville. Voilà, en tout cas, on en sait un petit peu plus sur l'action de CDC Habitat, acteur incontournable du paysage immobilier. Merci Thierry Laget. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint donc, de CDC Habitat et à très bientôt sur Bismart dans Smart Imo.